Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien et toi? Oui, ça va, merci. Du coup, aujourd'hui, de l'histoire. Ouais, c'est ça exactement. On s'était arrêté, on avait commenté le nouveau chapitre la fois précédente Mhm. sur la République, la démocratie en France depuis Oui, c'est ça. 1945. Et si je ne me trompe pas, on avait terminé l'activité ensemble sur le plan, enfin la restructuration de la France au sortir de la Mm. Seconde Guerre mondiale, et on allait Oui. commencer sur la fin de l'Empire colonial français. Je reprends tout de suite ça. Ouais, pas de souci, je te laisse t'installer. Hop, voilà, séquence 5. Oui, de toute façon, avec une partie pour le cours. Oui, c'est un cours qui est assez rapide. On en était, donc on avait fait l'exercice 1, l'exercice 3. De mémoire, on n'a pas fait l'exercice 4. Je vais regarder. Non, on n'avait même pas pris en lecture, il me semble, la partie Oui, oui, oui. enfin le début en fait, sur l'Empire colonial. Enfin, en effet, c'est l'exercice 4 qui vient juste après, mais on en était là, ouais. Mhm. Hop, voilà. Du coup, hop, là, c'est bon. Alors, oui, du coup, on en était bien à l'exercice 4. Ok, parfait. Hop, ça c'est là. Oui, voilà. Donc, il y avait deux feuilles, donc on avait fait, voilà, tout l'exercice 3 pas l'exercice 4. Alors, je lis. Donc, un contexte propice à la décolonisation. Exercice 4 document 4 un contexte propice à la décolonisation. Dans les années qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale, la colonisation est mise en cause, à la fois sur le plan international et dans les territoires dépendants. Le conflit a accéléré le développement des revendications nationales en Afrique, comme dans les autres parties du monde sous domination européenne. Les aléas de la guerre remettent en cause la suprématie des Blancs et contribuent à détériorer l'image de l'Europe. Nombreux furent aussi les Africains qui espérèrent une reconnaissance de leur loyauté. Les populations coloniales qui avaient participé à la guerre étaient convaincues qu'on avait exigé d'elles des sacrifices pour combattre l'oppression au nom d'une liberté dont elles devaient bénéficier. En outre, les pays traditionnellement opposés à la colonisation, les États-Unis et l'URSS, sortaient renforcés du conflit alors que les métropoles étaient affaiblies. La victoire des Alliés engrangeait donc de l'espoir. L'Organisation des Nations Unies, ONU, née de la Seconde Guerre mondiale, est aussi intervenue dans le processus, encourageant l'émancipation et fournissant une tribune aux anticolonialistes. 1960, année de l'Afrique. Donc, répondez à la question suivante sur votre support de cours. Donc, un, identifier les 5 raisons du contexte d'après-guerre favorable à la décolonisation. Ok, je fais. Super. Bon courage. Merci.
Je pense que c'est bon. Très bien. Du coup, moi, j'ai mis donc après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs facteurs ont favorisé la décolonisation. Tout d'abord, les revendications nationalistes se développent au sein des colonies où les peuples réclament leur indépendance. Ensuite, la suprématie européenne est remise en cause par des difficultés rencontrées par les puissances coloniales durant le conflit, ce qui a affaibli leur autorité. De plus, la participation des populations colonisées à l'effort de guerre leur donne l'espoir d'obtenir en retour plus de liberté. Par ailleurs, les métropoles européennes affaiblies économiquement et politiquement ne disposent plus des moyens nécessaires pour maintenir leur domination. Enfin, les États-Unis, l'URSS et l'ONU exercent des pressions internationales en faveur de l'émancipation des colonies. Tous ces éléments contribuent à accélérer le processus de décolonisation, notamment en Afrique et en Asie. Bah, félicitations, tu as repéré tous les éléments du texte. Ok, Parfait. cool. Du coup, je continue à lire. Vocabulaire, décolonisation, processus par lequel des territoires dominés par d'autres pays parviennent à l'indépendance. 2. Le difficile renoncement de la France avec son empire colonial. La France, d'abord réticente aux demandes de nationalistes, dès 1945, des voix indépendantistes se font entendre en Indochine et en Algérie notamment. Ces demandes sont violemment réprimées par la France. Dans un premier temps, la France rechigne à accorder l'indépendance à ses colonies pourvoyeuses de richesses, matières premières, pétrole. Elles participent en effet à la puissance de la France et ont été présentées comme telles depuis des décennies aux Français, notamment lors de l'exposition coloniale de 1931. De plus, elles permettent de disposer de bases stratégiques territoriales sur toute la face du globe. Ces territoires servent par exemple pour des essais nucléaires à partir de 1960. Enfin, elles fournissent en soldats l'armée française. Les hommes des colonies ont ainsi été mobilisés lors de 2 conflits mondiaux. Aussi, la France oscille-t-elle entre deux voies, la négociation ou la guerre. Demande d'indépendance, voie de la décolonisation, date d'indépendance, donc Indochine, Vietnam, Laos, Cambodge. Les communistes proclament l'indépendance à la libération. Une guerre oppose les communistes indépendantistes à la France et date d'indépendance 1954. Le Maroc et la Tunisie, négociations malgré les violences, date d'indépendance 1956. L'Algérie, donc dès 1945, des émeutes nationalistes éclatent et sont réprimées. La guerre éclate en 1954. Après 8 années de guerre, l'Algérie obtient l'indépendance avec les accords d'Évian, donc date d'indépendance en 1962. L'Afrique subsaharienne, donc des mouvements nationalistes ont émergé, plutôt pacifiques, et date d'indépendance 1960. Madagascar, répression des mouvements de 1947, après les violences des négociations, et date d'indépendance 1960. Ok. Oui, ça, c'est les dates d'indépendance de chaque. Ouais, Ok. tout à fait. Des colonies. Mm. C'est la Cinquième République et ses principales réformes institutionnelles. 1. La France et la Quatrième République en 1958. La Quatrième République est fragilisée par l'instabilité gouvernementale, par les oppressions qu'elle suscite, communistes exclus et gaullistes pour un régime présidentiel, et par les questions coloniales. Si elle résout la décolonisation de l'Indochine en 1954, du Maroc et de la Tunisie en 1956, elle bute sur le problème algérien. Le 13 mai 1958, avec le soutien de l'armée, les colons d'Algérie appellent le général de Gaulle à prendre le pouvoir. Il accepte à condition de pouvoir changer la constitution et de créer une nouvelle république. Le 1er juin 1958, il est investi par l'Assemblée et s'attelle à rédiger la constitution de la Cinquième République. Certains, surtout à gauche, comme Pierre Mendès France, figure de l'opposition, dénoncent un coup de force. Exercice 5, document 5, le coup de force de Gaulle vu par la gauche. La quatrième République prédit de ses propres fautes. Ce régime disparaît parce qu'il n'a pas su régler les problèmes auxquels il était confronté. Quoi qu'il en coûte, au sentiment que j'éprouve pour la personne et pour le passé du général de Gaulle, je ne voterai pas en faveur de son investiture. Je ne puis admettre de donner un vote contraint par l'insurrection et la menace d'un coup de force militaire, car la décision que l'Assemblée va prendre, chacun ici le sait, n'est pas une décision libre. Le consentement que l'on va donner ici est vicié. J'évoque le chantage à la guerre civile, puisque l'histoire dire un jour que De Gaulle a éliminé le péril fasciste, qu'il a maintenu et restauré les libertés,
qu'il a rétabli la discipline dans l'administration et dans l'armée, qu'il a extirpé la torture et les déshonore, et qui déshonore l'État. En un mot, qu'il a sollicité et assaini la République. Alors, seulement le général de Gaulle représente la légitimité. Pierre Mendès France, journal officiel, 1er juin 1958. Répondez à la question suivante sur notre support de cours. Donc, 1. Quels sont les reproches adressés à De Gaulle par une partie de la gauche en 1958? Ok, bah, je vais y répondre. Ok.
On est à quel endroit, Jed? Du coup, c'est que je suis en train de faire l'exercice 6. Ah, ben génial, oui, c'est pour ça que je me demandais, parce que comme Oui, l'exercice oui, non, oui, était c'est un ça. petit Bah, peu vu court, qu'en je fait, me disais comment ça se faisait. il y avait pas de texte, du coup, c'est pour ça. Ben, c'est super.
C'est bon, j'ai terminé. Ok. Alors, du coup, l'exercice 5. L'exercice 5, j'ai mis, donc en 1958, une partie de la gauche reproche à De Gaulle notamment son retour au pouvoir sous la pression et l'insurrection en Algérie, Mhm. et de la menace militaire compromettant la légitimité démocratique de son investiture. Pierre Mendès France dénonce un vote contraint et craint un affaiblissement des libertés républicaines. Toutefois, il admet que si De Gaulle rétablit la démocratie et l'ordre, il pourra alors être reconnu comme légitime. Voilà. Ok. Bah écoute, ça s'est bien appuyé sur le texte, c'est bien formulé, je suis assez d'accord avec toi. Donc c'est bien. Ok. Et alors après l'exercice, je me reconnecte. C'est connecté. C'était la vidéo. Mhm. C'était la vidéo, du coup, donc, comment De Gaulle répondit à l'accusation d'autoritarisme? Moi, j'ai mis donc De Gaulle refute les accusations d'autoritarisme en affirmant que la nouvelle constitution vise à établir un pouvoir exécutif fort, mais équilibré par des contre-pouvoirs. Il insiste sur le fait que le président de la République sera le garant des institutions démocratiques, tout en étant soumis au contrôle du Parlement et du peuple. Ainsi, il souligne que le renforcement de l'exécutif ne se fera pas au détriment des libertés démocratiques, mais au contraire pour assurer une stabilité. Mhm. Oui, tout à fait. Voilà. Question 2. Quel sens donne-t-il à la fonction du président de la République? Moi, j'ai mis De Gaulle définit président de la République comme le chef de l'État, qui est arbitre au-dessus du parti, garant de l'unité nationale et de la continuité de l'État. Il précise que le Oui. président aura la responsabilité de veiller au respect de la Constitution, d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de garantir l'indépendance nationale. Cette vision confère notamment au président un rôle prééminent dans la conduite des affaires de l'État, tout en le plaçant au-dessus, tout en le plaçant au. Qu'est-ce que j'ai écrit? Non. Ah oui, c'est la phrase que j'ai pas fini de formuler, la dernière. D'accord. Tu voulais dire quoi à ce propos, enfin en termes d'idée générale? Euh, C'était une C'est synthèse en de ce que gros, tu avais dit c'était auparavant? pour le placer, c'est tout en le plaçant, du coup, tout en plaçant le président au-dessus des contraintes, enfin des exigences politiques. Ouais. Oui, oui, Voilà. ouais, tout à fait. Là, éventuellement, à ce propos, ce que tu peux rappeler pour dire ça, c'est Mhm. que il se défend des accusations d'autoritarisme et il donne cette Ok. fonction de président de la République, enfin, comme Ok. justement garant des institutions, mais c'est surtout lié en fait au contexte à la fois de la guerre d'Algérie Mhm. et aussi des attentats en fait, parce que le rôle du président à l'époque, c'est de pouvoir décréter l'état Oui. d'urgence, de pouvoir faire face à la crise des institutions et de pouvoir garantir une certaine stabilité. Donc il garantit cette stabilité, mais en même temps, il se défend d'accaparer le pouvoir en essayant de le partager au moins avec des institutions dans cette nouvelle République Oui. avec la Constitution. Mais c'est bien dit, oui, tout à fait. Ok. Et question 3, donc quel rôle accorde-t-il au Parlement? Donc moi j'ai mis De Gaulle reconnaît au Parlement un rôle essentiel dans l'élaboration de la loi et le contrôle de l'action gouvernementale. Il souligne que le Parlement, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, disposera de Mhm. prérogatives législatives importantes et aura la capacité de censurer le gouvernement. Toutefois, il Mhm. insiste sur la nécessité de rationaliser le parlementarisme pour éviter l'instabilité gouvernementale qui a caractérisé les régimes précédents. Ainsi, la nouvelle Mhm. constitution prévoit des mécanismes pour encadrer les relations entre l'exécutif et le législatif afin d'assurer une gouvernance plus stable et efficace. Ouais, c'est exactement ça. Très bien, c'est bien dit. Ok. Du coup, je continue à le lire. Donc, la Constitution est adoptée par référendum le 28 septembre 1958 à 80% de oui et une forte participation, 85% de votants, malgré les nombreuses critiques. Cette victoire éclatante tranche totalement avec les conditions de mise en place de la Quatrième République et confère dès le début une légitimité aux nouvelles institutions. Vocabulaire régime semi-présidentiel, système dans lequel le président dispose de larges pouvoirs mais où le gouvernement reste responsable devant le Parlement. 2. La pratique gaulienne du régime et les réformes de la Constitution de la Ve République.
Premier président de la Ve République, élu en décembre 1958 par les grands électeurs à près de 80%, De Gaulle veille à entretenir un lien particulier avec le peuple. Il multiplie les bains de foule, organise plusieurs référendums, utilise habilement les médias audiovisuels. Document 6, les bains de foule du général de Gaulle. Soucieux de conserver un lien fort avec les Français, le général de Gaulle multiplie les bains de foule, comme ici, lors de sa visite à Annonay, en Ardèche, le 24 septembre 1961. Ah oui, ok. Oui, il se présente au milieu et avec la foule tout autour. Ouais, tout à fait. T'as bien identifié où était De Gaulle sur la photo? Oui, bah oui, au centre, sur la table ou l'estrade. Alors non, du coup, non, c'est pas lui. Là, Ah, c'est pas lui? lui, c'est un caméraman. C'est celui qui a les cheveux blancs, qui est vraiment dans la foule. Il est un petit peu plus en bas à droite. Celui qui a le bras qui est à moitié levé, on voit pas sa main, elle est derrière une tête. Ah oui, oui, ok, oui, oui, je le vois. Oui, il est entouré d'un garde en plus derrière avec un chapeau. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est Ah, pour ok, ça qu'on parle ok. des bains de foule. Justement, c'est quelqu'un qui, justement, est très Ok, présent. je l'ai dans la foule, oui, ok, Ouais, carrément. Ok, exactement. ok, ok. Sur le plan politique, De Gaulle s'occupe essentiellement de la politique étrangère. On dit même que c'est le domaine réservé du président, moins de la politique intérieure qu'il laisse au bon soin du gouvernement. Il a cependant de nombreux et importants pouvoirs, nommer le Premier ministre, dissoudre l'Assemblée nationale, exercer les pleins pouvoirs en cas de crise. Voir ici les prérogatives du président de la République telles la Constitution les précise. Et que la Constitution les précise. Je vais ouvrir le lien pour voir. Ok. Oui, d'accord. Du coup, le rôle du président, donc on distingue les pouvoirs propres au président de la République et les pouvoirs partagés. Donc les derniers nécessitent un contreseing ministériel. Les pouvoirs propres, donc la nomination du Premier ministre, le recours au référendum sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées, le droit de dissoudre l'Assemblée nationale, la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels de l'article 16, le droit de message aux assemblées parlementaires, la nomination de trois des membres et du président du Conseil constitutionnel, le droit de saisine du Conseil constitutionnel. Les autres pouvoirs du président de la République sont consignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. Article 19, le président de la République dispose du pouvoir réglementaire. Il nomme les ministres et met fin à leurs fonctions. Article 8, sur proposition du Premier ministre. Il signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres, article 13. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État, article 13. L'article 13 précise les nominations devant choisir au Conseil des ministres et renvoie à une loi organique. Il peut convoquer le Parlement en session extraordinaire à la demande du gouvernement ou de la majorité des députés, article 30. Il a le droit de faire grâce, article 17. Le président de la République nomme les ambassadeurs, article 14. Il négocie et ratifie les traités, article 52. Le président de la République est chargé de la promulgation des lois dans les 15 jours qui suivent la transmission du gouvernement de la loi définitivement adoptée. Avant l'expiration de ce délai de promulgation, le président peut demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles qui ne peuvent plus lui être refusés. Article 10. Le président de la République assure la présidence de certaines instances, la présidence du Conseil des ministres, article 9, et en tant que chef des armées, la présidence des conseils et comités supérieurs de la défense nationale, article 15. Ok. T'as des Ouais. questions à propos de ces différentes prérogatives ou ça te semble clair? Non, ça va. Ok. Dans un contexte politique et électoral délicat pour les gaullistes, le général profite de la vague d'émotions déclenchée par un attentat manqué de peu contre sa personne en 1962 pour annoncer un référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Il souhaite par cette réforme renforcer la légitimité présidentielle en faisant du chef de l'État l'élu de tous les Français, renforcer donc son autorité présente ainsi que celle de son successeur. Le référendum remporte 62% de oui. Comme le dit l'historien Raymond Aron, cette réforme de l'élection du président marque le commencement absolu de la Ve République.
En effet, l'élection présidentielle devient ce moment clé de la vie politique nationale et modifie le fonctionnement des institutions pour les décennies à venir. Domination du président, tendance à la bipolarisation de la vie politique, rôle majeur de l'élection présidentielle. 3. Après De Gaulle. La Ve République est ainsi très marquée par la figure et l'empreinte du général de Gaulle. Pour ses successeurs, il s'agit souvent d'assurer ou de trancher avec cet héritage parfois pesant et toujours érigé en référence, mais jamais même par ses détracteurs initialement les plus féroces, tel François Mitterrand qui en parlait comme d'une dictature. La Ve République n'est remise en cause dans ses fondements et assez peu de réformes constitutionnelles sont votées. Parmi celles-ci, en 2000, l'alignement et la synchronisation du mandat présidentiel écourté à 5 ans et celui des députés afin d'éviter les cohabitations que la France a connues à 3 reprises. De 1986 à 1988, le gouvernement Chirac sous Mitterrand. De 1993 à 1995, le gouvernement Balladur sous Mitterrand. De 1997 à 2002, le gouvernement Jospin sous Chirac. Aussi, les institutions de la Ve République, au gré des alternances politiques qu'elle a connues, des crises qu'elle a traversées, nombreux et variés mouvements sociaux de mai 68 aux Gilets jaunes, fin des 30 glorieux, chômage de masse, crise financière et économique, vagues d'attentats, ont-elles permis à la France de renouer avec la stabilité politique. Document 7. Les présidents de la Ve République. Charles de Gaulle, de 1959 à 1969. Georges Pompidou, de 1969 à 1974. Valéry Giscard d'Estaing, de 1974 à 1981. François Mitterrand, de 1981 à 1995. Jacques Chirac, de 1995 à 2007. Nicolas Sarkozy, de 2007 à 2012. François Hollande, de 2012 à 2017. Et Emmanuel Macron, de 2017 à 2025. Et plus. Vocabulaire, alternance. Il y a une alternance lorsque deux présidents de camps politiques opposés se succèdent. Cohabitation, situation politique particulière dans laquelle le président de la République et le Premier ministre ne sont issus de la même famille politique. Je lis le D du coup. Ouais, tu peux te lancer dans le dé. Ouais, j'avais pas vu que mon micro était coupé, mais Ah, pas de super du coup souci. pour les trucs. Je pensais qu'il y avait un exercice, mais pas du tout. Non. Très bien, bah, on se lance dans le dé dans ce cas-là. Ok. Dès les transformations de la société, 1. L'immigration en France. L'immigration de longue date importante en France, perçue comme une terre d'accueil, se développe à nouveau dans les 30 glorieuses, c'est-à-dire entre 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, et 1973, fin de la période de faste économique. Exercice 7, document 8, petite histoire de l'immigration. Ok. Depuis le 19e siècle, la France accueille une nombreuse population immigrée sur son sol. La demande de main-d'œuvre est forte depuis la révolution industrielle et le malthusianisme réduit les naissances. Dans les années 30, les étrangers représentent déjà 7% de la population totale. Si la Seconde Guerre mondiale a provisoirement fait cesser l'immigration, celle-ci reprend très rapidement avec les besoins de la reconstruction. L'État met d'ailleurs en place l'Office national de l'immigration, ONI, le 2 novembre 1945 pour contrôler les flux migratoires, mais aussi pour les encourager. Certains travailleurs étant directement recrutés dans leur pays d'origine. Les Italiens restent la nationalité étrangère la plus importante après-guerre, mais ce sont ensuite les travailleurs de la péninsule ibérique qui progressent le plus. Les Espagnols passent de 289 000 en 1954 à 607 000 en 1968. Les Portugais sont 20 000 en 1954 et 79 000 en 1975. Ces derniers représentent à cette date 22% de la population étrangère en France, soit la première minorité. Après eux viennent les Algériens qui sont 711 000 en 1975. La question des Algériens est particulière puisqu'ils sont français jusqu'en 1962. L'Algérie colonisée est composée de 3 départements français jusqu'à son indépendance et bénéficie donc jusqu'à cette date de conditions particulières de circulation et ne passe pas par l'ONI.
Après l'indépendance de l'Algérie, des accords sont signés entre la France et l'Algérie pour fixer des contingents de travailleurs algériens. L'accord du 27 décembre 1968 prévoit un contingent de 35 000 entrées annuelles, ramené ensuite à 25 000 en 1972. Une fois en France, les Algériens ont 9 mois pour trouver un emploi. S'ils y parviennent, ils reçoivent un certificat de résidence établi pour 5 ans. La population immigrée représente 7% de la population active en 1975. Elle travaille majoritairement dans le secteur secondaire, bâtiments, travaux publics et industrie. Ils sont aussi nombreux dans l'agriculture. Ils occupent majoritairement des emplois peu qualifiés, manœuvres, ouvriers spécialisés, ouvriers agricoles. Malgré le contrôle de l'ONI, une proportion grandissante des entrées sur le territoire français se fait de manière irrégulière ou clandestine. Néanmoins, la majeure partie des clandestins sont alors régularisés, 82% en 1968. Au début des années 1970, l'État tente de contrôler cette immigration. Elle est même suspendue à partir de 1975. À cette date, les étrangers étaient de 300 000, étaient de 3 442 000. Ils passent ensuite à 4 310 000 en 1999, soit 7,4% de la population. Cette croissance est notamment due au regroupement familial et aux demandes d'asile. Auteur Valérie Morin, professeur relais au Musée national de l'histoire de l'immigration. Ok. Répondez aux questions suivantes sur votre support de cours. Donc 1. D'où venaient les migrants pendant les 30 glorieuses? 2. Dans quel secteur travaillaient-ils majoritairement? 3. Quelles sont les évolutions depuis la fin des 30 glorieuses? Ok, je vais répondre. Bon courage. Merci.
Je pense que c'est bon. Super. Alors, du coup, hop, je reprends l'exercice 7. Donc, moi, pour la question 1, j'ai mis donc durant les 30 Glorieuses, donc de 1945 à 1975, la France accueille principalement des migrants européens, notamment des Italiens, des Espagnols et des Portugais. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, un nombre important de travailleurs algériens continue également d'arriver en France grâce aux accords libéraux entre les deux pays. Très bien. Pour la question 2, j'ai mis la majorité des immigrés travaillent dans le secteur secondaire, en particulier dans le bâtiment, les travaux publics et l'industrie. Beaucoup sont aussi employés dans l'agriculture. Ces emplois sont souvent peu qualifiés, comme les manœuvres, ouvriers spécialisés ou ouvriers agricoles. C'est parfait également. Pour la question 3, donc j'ai mis à partir des années 1970, l'immigration devient de plus en plus contrôlée. En 1975, l'État suspend l'entrée de nouveaux travailleurs étrangers. Cependant, la population immigrée continue d'augmenter, passant de 3,4 millions en 1975 à 4,3 millions en 1999, soit ce qui représente 7,4% de la population. Cette croissance est due principalement au regroupement familial et aux demandes d'asile qui deviennent des voies majeures d'immigration. C'est parfait Voilà. également. Non, Ok. vraiment, c'est super. Voilà, du coup, je me reconnecte, ça c'est encore éteint. Je crois qu'il faut lire. Ouais, après, c'est une partie plus sur les enjeux sociaux, d'inclusion des femmes, enfin des questions de genre, sur la suite du coup. Ok, je vais regarder. Alors oui, ok. Donc ça c'est fait. Pour aller plus loin, le musée de l'histoire de l'immigration propose un certain nombre de ressources sur les conditions de vie et de travail des immigrés en France après 1945. Suivez ce lien ou... ok. Euh, du coup, 2, la place des femmes. Une autre transformation importante de la France a été la place des femmes dans la vie politique, économique et sociale. Le rôle politique des femmes. Entrée en politique sous le Front populaire en 1936, 3 secrétaires d'État. Les femmes n'acquièrent des droits politiques qu'après la Seconde Guerre mondiale. Le droit de vote est accordé en 1944 et s'exerce pour la première fois en 1945. Elles sont également éligibles à partir de cette date. En 1947, une femme est ministre, mais pour l'heure, aucune femme française n'a été présidente de la République et l'on ne compte qu'une première ministre, Edith Cresson, quelques mois en 1991 à 1992. En 2000, la loi sur la parité oblige les partis à présenter autant de femmes que d'hommes sur les listes électorales, sous risque de devoir payer des pénalités. Ces lois sont souvent critiquées car elles mettent des quotas. Cependant, la loi a permis d'augmenter significativement la part des femmes siégeant sur les bancs de l'Assemblée nationale. En 2000, les femmes ne représentaient que 10% environ des députés et 40% en 2017. Document 9, la parité en vue à l'Assemblée nationale. Ok, oui, donc par des femmes candidates, par des femmes parmi les élus. Ok, oui. Vocabulaire, parité, représentation équitable de chaque sexe dans les institutions politiques et décisionnaires. Ok. Dans le même temps, leur émancipation sociale et économique se précise. Depuis 1965, les femmes peuvent travailler sans demander l'autorisation à leur mari. Elles représentent désormais la moitié de la population active, mais elles demeurent surreprésentées dans les emplois précaires et les temps partiels. Et même à temps complet, leur salaire est inférieur de 18,5% à celui des hommes. Plus on progresse dans l'échelle des salaires et plus l'écart est important. Il est, il y a donc inégalité salariale. En Mhm. 1976, une loi autorise la pilule contraceptive, une nouvelle étape de la réappropriation de leur corps par les femmes et la loi sur l'IVG, leur permettant de pouvoir avoir recours à un avortement en cas de grossesse non désirée. C'est la loi portée par la ministre Simone Veil en 1975. Aussi, l'égalité homme-femme progresse-t-elle dans le droit? Par exemple, alors que le Code civil faisait mention de l'autorité paternelle, cette notion disparaît en 1970 au profit de celle d'autorité parentale, ce qui inclut la femme.
Document 10, chronologie de la conquête des droits de la femme, 1944, obtention du droit de vote. 1947, une femme devient ministre. 1965, les femmes peuvent travailler et ouvrir un compte bancaire sans demander l'autorisation à leur mari. 1975, l'IVG, interruption volontaire de grossesse, est légalisée. De 1991 à 1992, Edith Cresson pour leur seule femme à avoir exercé la fonction de première ministre. 2000, loi sur la parité en politique. 3. Les transformations de la famille. Plus généralement, la place et la forme de la famille ont évolué. La disparition du modèle unique de famille. Dans les années 1950, la famille était généralement constituée d'un père, d'une mère et de plusieurs enfants. 3 enfants par femme en 1950. La première évolution de ce modèle traditionnel est d'abord passée par l'explosion du nombre de divorces. Près de 45% des mariages terminent par une séparation, mais aussi de familles monoparentales. Cependant, de nos jours, plus qu'un enfant sur 7 vit dans une famille dite traditionnelle, c'est-à-dire composée d'un père et d'une mère, mais pas nécessairement mariés. Plus d'un sur 10 vit dans une famille recomposée et près d'un sur 5 dans une famille monoparentale, bien souvent une femme seule avec son ou ses enfants. Les multiples formes de famille. Par la suite, l'union matriale a été progressivement abandonnée au profil du combinage. Ainsi, plus de la moitié des enfants naissent d'une union qui n'est pas un mariage. Elle a été abandonnée au profil également du PACS, Pacte civil de solidarité instauré en 1999, notamment pour permettre aux couples homosexuels d'avoir une existence sans le droit. Depuis 2012, les couples homosexuels ont accès au mariage et à l'adoption. C'est une évolution majeure qui permet plus d'égalité en France. En 2020, la loi permet aux femmes seules et aux homosexuels d'avoir recours à une procréation médicalement assistée pour pouvoir concevoir un enfant. L'évolution de la puissance française, 1 à l'échelle européenne. La France a été incontestablement un moteur de la construction européenne, qu'elle a pu freiner parfois sous l'impulsion de De Gaulle ou à l'occasion du rejet du référendum sur la Constitution européenne en 2005, par exemple. Qu'en est-il de nos jours? Exercice 8, document 11, une place en retrait. Ok, là c'est un texte, pareil, question, quels sont les points où la place de la France recule en Europe, quels atouts lui demeurent? Est-ce que du coup je commence l'exercice? Bah, je pense que vu la durée de l'exercice, peut-être que le mieux, c'est de le commencer intégralement sur la séance prochaine. Oui, voilà, T'en oui. penses quoi? Ok. Oui, oui, je pense que c'est mieux. De T'as toute bien façon, après, travaillé aujourd'hui? il reste pas longtemps, il reste 2 exercices et c'est fini. Ben, c'est ça, c'est quasi terminé. Et en plus, tu as déjà beaucoup travaillé aujourd'hui avec beaucoup de Ouais, textes. Donc, ne serait-ce que lire le texte, on aura terminé la séance. Vaut mieux le lire avec une fraîcheur d'esprit sur la début de séance prochaine, je pense. d'accord. Trop bien. Bon, bah, si t'as pas de questions, on va s'arrêter là dans ce cas-là Bah, pour comme ça, aujourd'hui. séance prochaine, on finit le chapitre Bah et ouais, c'est ça. séance Et on pourra d'après, faire bah, après, l'évaluation il y aura ensuite. l'évaluation. C'est ça. Sûrement même que sur la séance prochaine, on commencera le prochain chapitre et ça te permettra d'avoir la semaine entière pour Bah, ce qu'on peut bah, faire, c'est qu'on peut réviser. faire le dernier chapitre de MC, vu qu'il y a 2 évaluations Ouais. en EMC. Et comme ça, en histoire, j'aurais rendu une évaluation déjà, j'aurais rendu celle-là, celle d'histoire. Mhm. Ouais. Et comme ça, j'en rends une en EMC. Voilà. Puis après, bah, il y aura la Mais ouais. géographie, mais ça sera une éval numérisée, donc ça va. Le MC, Mhm. c'est éval numérisé. Euh, il y a que là, en fait, où c'est. Et après EMC, il y aura un débat argumentatif à l'oral. Ok. Là, il faudra Mais s'enregistrer, mais ça va. d'accord. Ok. Bon, bah oui. Ouais, c'est vrai Oui. que les enregistrements, on n'en a pas fait pour le moment, mais bon, c'est pas, Non, bah, j'en avais pas déjà rien fait de un nouveau. en espagnol pour En la espagnol? première Ouais, c'est ça. Ouais. éval. Ouais. Ok. Bon, bah dans ce cas-là, t'es un Mais petit peu ça va, rodé enfin, de pour toute nous. façon, vu que c'est enregistré, on peut avoir des notes, enfin, on peut lire un peu des notes, hein, enfin, vu que c'est enregistré, ils ne nous voient pas en vidéo, Oui, on bien peut sûr. garder Non, nos c'est ça. notes et tout. Ouais, ouais. Bah, c'est le but d'ailleurs. De toute Ouais, manière, tout débat qui est intéressant est un débat qui a été préparé en amont. Donc, ouais. bah, très Mais bon, bien. on a le Bah, temps c'est pour parfait. l'instant. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Non, c'est vrai qu'on a le temps, mais bon, on avance bien, donc c'est chouette. Oui, Bon, bah, super. Tac. Bon, bah, je me mets un petit point sur cette partie du cours pour la semaine prochaine d'accord, et on pas de reprendra là. souci. Oui, Pas de problème. Bon, bah, pas de dans ce souci. cas-là, passe Bah, merci beaucoup et puis une bonne bonne semaine, du soirée. coup. Merci Merci à toi à vous aussi. aussi. Au Merci, revoir. au revoir.